sommaire de ce journal, une délégation de la Fédération Ansardine Internationale s'est rendue à Donyumana et FIA pour annoncer la grande ziara et les activités du Mawlud 2026. Très heureuse de vous retrouver sur les antennes de Chérifla TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une délégation spéciale avec à sa tête le superviseur des événements et composée du président de la commission d'organisation de la FADI s'est rendue à Donyumana et au village de Fia ce dimanche 16 août 2026. Objectif, informer les notables de ces deux villages de la tenue de la grande ziara de la famille chérifienne et des activités du Mawlud édition 2026 dans ces localités. C'est une tradition instaurée par les responsables de la FADI sur initiative du guide spirituel des Ansar. Le point, c'est avec Fatoumata Yaya Kane et Ibrahim Koulibaly. Cette démarche, qui n'est pas à sa première du genre, a pour objectif d'informer les habitants du village de Donyumana et de Fia de la célébration de la ziara annuelle de la famille chérifienne et de la tenue du programme d'activité du Mawlud Nabawi 2026. Ce dimanche matin aux alentours de 11h, les notabilités du village de Donyumana ont reçu la délégation spéciale de la FADI à la place publique du village. Après les salutations d'usage et la remise de cola et une somme d'argent au premier responsable de la localité de la part des Ansar, les habitants du village de Donyumana qui se sont succédés au micro ont tous apprécié l'initiative et reçoivent à bras ouverts l'ensemble des pèlerins. Ils ont remercié le guide spirituel des Ansar et ses disciples pour cette marque de considération. L'implication de la jeunesse de Donyumana ne fera pas défaut, selon les responsables de la cause juvénile du village. ITV. Après la concertation fructueuse de la population de Donyumana dans la commune rurale de Safo, la délégation s'est dirigée vers Fia. Là-bas, la délégation s'est également entretenue avec le chef du village Doukolo Traoré et ses conseillers aux environs de 3 heures. Cette étape de la visite a été également marquée par des mots de reconnaissance et d'affection à l'égard du guide spirituel des Ansar et ses adeptes. La considération que vous portez au vestibule de Donyumana, vraiment ça nous va droit au cœur. Ensuite, nous disons d'abord au nom du chef du village de Donyumana et à mon nom propre, nous disons la bienvenue. Quand même, nous sommes prêts à vous accompagner du début jusqu'à la fin pour que cet événement soit un événement inoubliable pour le village et à tous les pèlerins aussi. Je m'adresse aux femmes du village. Au moment de la Jara, il faut qu'elles prennent attention à leurs enfants. Parce qu'il y a des gens qui quittent n'importe quel endroit pour venir, soit disant qu'on vient pour le pèlerinage ou quoi. Donc chacun a ses ambitions. Chacun vient pour sa propre cause. Donc il faut qu'on fasse énormément attention. La jeunesse des FIA, tout comme celle de Donyumana, affirme sa disponibilité pour l'atteinte des objectifs. Donc cette année, ce deux grands événements passera ici, dans notre village. On est content, on est heureux, on salue toute la famille chérifienne et on demande à tout-puissant, miséricordieux, qu'il nous donne une grande vie, une longévité à notre cher guide spirituel, le Seydi Chérif Ousmane Marani Aïdara et sa toute famille. Ici, nous sommes là aujourd'hui à Donyumana, jeunes, filles, garçons, ses enfants. On est tous contents, mais on demande à la délégation chérifienne de passer un message pour la jeunesse de Donyumana. On a besoin aujourd'hui des barrières pour cet événement. On a besoin aussi des dalles pour les bus et les soutraments puissent rentrer sur le terrain de football de Donyumana. Vraiment, on remercie toute la délégation. Soyez les bienvenus. On est ensemble. Que la fête soit belle. Vous avez dit à Ousmane Chérif Marani Aïdara qu'il n'y a pas de la route contre Fia et Donyumana. Si un collègue est malade, on va quitter pour aller au Donyumana. Il n'y a pas de service comme chez nous. Fia et Donyumana, il n'y a pas de route.
très satisfait de ces différentes interventions de la part des villages hôtes de cet événement phare de la FADI. Les visiteurs diront que toutes les mesures seront mises en place pour le bien-être de tout un chacun. Bon, vraiment, tout d'abord, on tient à les remercier car ils ont montré pleinement leur participation aux deux grands événements. Et ils ont dit que tous les pèlerins sont bien accueillis. Et ils ont demandé aussi qu'ils ont besoin des choses comme les infirmeries, ainsi de suite. On demande à tous les pèlerins que leur accueil est bien prêt et on leur demande de bien faire leur activité. On est prêt à 100%. Les deux rencontres qui ont été sanctionnées par des séances de prière ont été l'occasion pour les habitants du village de Fia de formuler des recommandations à l'endroit des bonnes volontés, de revoir l'état de la route reliant Fia à Donyimana et la construction d'un centre de santé. Koulikoro a vibré ce dimanche 16 août au rythme du week-end citoyen organisé par le comité d'organisation du Salon des médias du Mali. Cette initiative inédite a mobilisé professionnels des médias et populations locales autour d'une grande opération de reboisement à Souban. La deuxième édition du week-end citoyen, une initiative phare portée par le Salon des médias, s'est tenue avec succès à Koulikoro. Entre solidarité et action écologique, retour sur une journée où les journalistes ont troqué leur micro contre des pelles avec Amadou Kamara et Abdoulaye Diarra. Joindre l'acte à la parole, tel était l'objectif du Salon des médias du Mali et de ses partenaires lors du week-end citoyen célébré à Koulikoro pour la deuxième fois de suite. Le Salon des médias est une initiative de jeunes journalistes qui se sont dit qu'en général, si vous voyez les journalistes regroupés, c'est souvent parce qu'un d'entre nous a été arrêté ou interpellé ou qui a un problème au niveau de la justice. Nous, on s'est dit que ce n'est pas normal. Il faut qu'on ait un espace chaque année où les hommes des médias se retrouvent pour échanger, pour discuter et pour se former. On a créé en 2022 le Salon des médias qui est aujourd'hui dans l'organisation de sa 5e édition. Les 4 dernières éditions, les gens sont témoins, ont été une réussite totale et nous souhaitons que la 5e édition soit de même. Alors, cette activité est une activité connexe du Salon des médias qui s'appelle Week-end citoyen, qui consiste à réunir des journalistes pour aller à la découverte d'une région. La première édition s'est tenue à Koulikoro ici. On est à la deuxième édition du Week-end citoyen de Koulikoro, mais on est à la 3e édition du Week-end citoyen parce qu'on a été à Ségou avec beaucoup de journalistes qui sont là aussi également, où on a visité les barrages de Markala, les périmètres irrigués de l'Office du Niger, les périmètres irrigués de l'Office-Iri. En son temps, l'insécurité n'était pas à ce point. Ils étaient une centaine de journalistes qui ont effectué les déplacements et on a découvert la région. C'était très important. On est dans cette dynamique. Au-delà de la journée, des 4 jours du salon, toute l'année, on veut organiser des activités citoyennes au nom du Salon des médias. D'où cette activité. Pourquoi nous aussi, au nom de toutes les organisations de la presse, de tous les journalistes du Mali, nous voulons montrer à nos autorités que nous sommes à leur côté chaque fois qu'ils ont besoin du peuple malien. Les journalistes font partie du peuple malien et nous allons jouer notre rôle. Ce rassemblement d'acteurs de la presse nationale dans la cité du Méguétan a donné lieu à une forte mobilisation communautaire en faveur de la préservation de l'environnement, marquée par une plantation massive d'arbres dans le secteur de Souban. Donc aussi la presse même s'engage à faire du Mali un Mali vert. Cela nous réjouit infiniment. Donc nous remercions infiniment les partenaires qui ont vraiment contribué afin que soit bien garanti. Si je parle de la garantie, il s'agit des grillages qui seront clôturés pour cet espace. Nous remercions la presse pour cette initiative, surtout le fait d'organiser la 2e édition
de ce salon à Koulikoro. Et j'avoue que Koulikoro en a pas mal d'espaces verts. Donc c'est une occasion pour nous, Koulikorois, autorités locales, de nous impliquer afin que tous les espaces verts qui se trouvent à l'intérieur de cette ville-là soient aménagés et soient des zones où il y aura beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Quand les professionnels des médias s'immobilisent pour la nature, c'est pour apporter leur contribution à lutter contre la désertification. D'où l'objectif de cette plantation d'arbres à l'occasion du week-end citoyen à Koulikoro. Au programme de cette journée de solidarité, un reboisement d'envergure à Souban pour sceller la symbiose entre la presse et les citoyens. Vraiment, nous sommes très heureux pour le choix porté sur notre ville. Et c'est la 2e édition, donc nous sommes tout heureux de vous accueillir. Vraiment, je joins ma voix à celle du maire et du chef de quartier. Encore une fois, soyez les bienvenus. Pleine réussite pour l'activité. Déjà, des engagements ont été pris. Monsieur le maire, vous avez pris un engagement devant tout le monde. Et l'année prochaine, la même heure, Inch'Allah, ils viendront voir. Vous savez, planter l'arbre, c'est une très bonne chose, mais l'entretien est encore mieux. Voilà, c'est ça un peu le problème chez nous, dans notre pays. On plante les arbres, maintenant, à l'évaluation, c'est ni figue ni raisin, ça veut dire que souvent, bon, voilà, on n'a pas les résultats escomptés. Donc, vraiment, il faut surtout entretenir les arbres. Il faut les entretenir. Trouver les voies et moyens pour l'entretien permanent. Cet événement d'envergure cette année a placé le reboisement et la préservation de la biodiversité au cœur de ses priorités, mobilisant massivement les professionnels de l'information et les autorités locales ainsi que la population. De féliciter cette action citoyenne engagée par le Salon des médias au Mali. Et aussi vous dire que ça a été dit avant moi, planter un arbre n'est pas qu'un geste, un simple geste symbolique. C'est un acte fort qui lutte contre la désertification, qui améliore le cadre de vie de nos populations. Et en cela, le ministre me charge de vous saluer, de saluer les organisateurs de cette initiative citoyenne. Une grande mobilisation pour le reboisement afin de redonner de la fraîcheur à notre terre. Ensemble, micro en main et arbre en terre, faisons respirer Koulikoro. Direction le Burkina Faso où l'Ansardine nationale a tenu sa toute dernière convention au titre de l'année 2026 avant le début des festivités du Maouloud Nabawi qu'organise la Fédération Sardine internationale. Les travaux ont vu la participation des sections, sous-sections et comités Ansar du pays. Abdul Karim Sako nous en parle. L'Ansardine nationale Burkina Faso a tenu sa 6e et dernière convention avant le début des activités du Maouloud Nabawi au titre de l'année 2026. La session a enregistré la présence de tous les démembrements de l'association au Burkina Faso. Au menu de cette convention de l'ADN Burkina figure le programme d'activité budgétisé qui comprend plusieurs pans, au nombre desquels l'obtention de la fréquence d'une radio, l'achat de machines pour le décortiquage de riz, etc. Globalement, les responsables apprécient positivement le bilan du bureau exécutif national. Nous faisons un programme d'activité budgétisé. Donc Dieu merci, dans l'exécution de ces programmes d'activité-là, en tout cas nous nous réjouissons. Voilà, effectivement, on n'a pas pu tout exécuter, mais quand même, compte tenu même de la situation du pays, de la situation sécuritaire, donc le peu qu'on a pu faire, en tout cas, nous nous réjouissons. Donc, les membres ont vraiment travaillé, parce que le problème qui se pose chez nous, il y a beaucoup de comités, beaucoup de sous-sections qui sont vraiment en déplacement, compte tenu de l'insécurité. Même il y a des sections entières qui sont déplacés. Donc ça fait que ça joue énormément sur nos cotisations. Mais cela n'empêche pas, voilà, parce que c'est des situations où nous voyons aujourd'hui le gouvernement et le président, le capitaine Ibrahim Traoré, avec son équipe, en tout cas sont en train de travailler à réinstaller dans les différents villages. En tout cas, nous osons que, en tout cas, l'année prochaine, beaucoup de nos villages en tout cas vont retrouver, beaucoup de nos militants vont retrouver leurs villages et démarrer leurs activités comme il le faut. Nationalement, nous pouvons dire que vraiment le bureau exécutif a été très actif.
voilà, 6 conventions, en dehors même des réunions du bureau exécutif. Donc tout ça, ça va mettre à l'actif du bureau. En tout cas, nous disons vraiment merci. Pour rappel, cette 6e convention marque la dernière du genre avant les festivités du Maouloud de Nabawi, organisées par la Fédération Ansardine Internationale FADI. Côte d'Ivoire à présent. Lors de son séjour dans le pays, le guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madani Haïdara, a reçu une forte délégation venue de Nakakaï, une localité relevant de Boundjali. La délégation était conduite par les notables du village. On pouvait également noter la présence de l'imam Tao, un fervent disciple du guide spirituel des Ansar, lequel a bénéficié de l'hospitalité des autochtones du village qui lui ont offert un champ de plusieurs hectares. Grâce à l'imam Tao également, plusieurs habitants du village se sont convertis à l'islam. La visite avait pour objectif de traduire leur reconnaissance au président de la fêtière islamique du Mali avec à la clé des présents de diverses natures. À présent, suivons les brèves avec Moussa Fomba. Les autorités marocaines ont arrêté samedi 148 migrants en situation irrégulière dans et autour de la ville de Fnidek, dans le nord du pays, après avoir tenté une traversée de masse dans la ville espagnole de Ceuta. Selon les responsables, un responsable provincial du FNIDEC a déclaré dans un communiqué que 128 personnes détenues étaient originaires de pays africains et 20 étaient des ressortissants marocains. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Rachid El Khalfi, a déclaré que les autorités surveillent de près la situation et prennent des mesures pour prévenir les passages illégaux et intercepter les personnes impliquées. La zone frontalière près de Ceuta a vu des dizaines de milliers de Marocains converger entre le 29 et le 31 juillet dans ce qui a été décrit comme la plus grande vague de passages irréguliers vers la ville avant que la plupart ne reviennent à Fnidek. Le Conseil national des droits de l'homme du Maroc, un organe de l'État, a déclaré que 14 personnes étaient mortes lors de la tentative de passage. Les chiffres espagnols ont porté le bilan à 80. Les autorités marocaines ont estimé qu'environ 40 000 personnes ont pris part à la tentative de passage, tandis que les autorités espagnoles ont placé ce chiffre à plus de 70 000. À Benghazi, le consulat général du Tchad multiplie les démarches pour obtenir la libération et le retour au pays de ressortissants tchadiens détenus à la prison de Kamfouda. Au 13 juillet 2026, 173 Tchadiens étaient recensés dans cet établissement. Plusieurs d'entre eux, détenus pour des infractions liées à l'entrée irrégulière en Libye, souhaitent désormais regagner le Tchad. Sur les 173 ressortissants concernés, 73 ont effectué les examens médicaux requis et 51 ont déjà été libérés. Les procédures se poursuivent pour les autres détenus dans l'objectif de permettre leur libération et pour ceux qui le souhaitent, leur retour au Tchad. Le Tchad et la Libye partagent une longue frontière saharienne. Depuis plusieurs années, des ressortissants tchadiens se rendent en Libye à la recherche d'opportunités économiques, notamment de travail. La Libye a longtemps été une destination importante pour les travailleurs venus d'Afrique subsaharienne. La richesse pétrolière et les besoins en main-d'œuvre attiraient de nombreux migrants. Après les événements de 2011, la chute du régime puis la mort de Kadhafi ont laissé place à un vide sécuritaire et institutionnel. La guerre civile, la fragmentation du pouvoir et l'établissement du contrôle des frontières ont favorisé l'installation de réseaux de passeurs et de trafiquants. La Libye est alors devenue un important pays de transit pour les migrants souhaitant rejoindre l'Europe. Selon le Wall Street Journal, Téhéran pourrait se préparer à un nouveau cycle de confrontation avec les États-Unis en considérant les efforts conjoints de Washington et de Tel Aviv en faveur du cessez-le-feu comme une simple manœuvre. Le journal américain, citant des sources, a indiqué que, selon les autorités iraniennes, les négociations actuelles ne seraient qu'un intermédiaire avant le conflit et que le mémorandum conclu et signé à la mi-juin dernier constituerait une tentative des États-Unis et d'Israël d'atténuer la pression sur l'économie mondiale et de gagner du temps. Toujours selon le Wall Street Journal, dans le cadre de leurs préparatifs, les responsables iraniens renforcent le contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique sur l'armée régulière, notamment à des postes clés des vétérans de la guerre contre l'Irak et étendent les opérations de contre-espionnage intérieur tout en améliorant la production de missiles de drones. Selon le journal, Téhéran est également en contact avec des combattants du Yémen et d'Irak afin de préparer ses forces à une extension du conflit et à alourdir le fardeau financier des États-Unis.
L'objectif principal selon le Wall Street Journal est d'intensifier la souffrance afin d'empêcher toute répétition du conflit. Tout pays, y compris l'Iran, peut rejoindre le pacte de la Mecque, a déclaré l'ambassadeur du Pakistan à Moscou, Faisal Niaz Tirmizi, à l'agence d'information russe TASS. Le diplomate a confirmé que Téhéran pouvait également se joindre à lui lorsqu'il a été interrogé spécifiquement sur l'Iran. N'importe quel pays, tous les pays de la région. C'est absolument clair. L'alliance a été créée pour la paix et la stabilité, pas pour attaquer qui que ce soit, a déclaré M. Tirmizi. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif ont signé le pacte de la Mecque le 7 août. En vertu du pacte, une attaque contre un membre est considérée comme un acte d'agression contre tous les membres. L'armée iranienne, de son côté, offre une récompense pour le meurtre ou la capture des troupes américaines. Le commandant de l'armée iranienne, Amir Hatami, a annoncé une récompense de $30,000 pour quiconque tue ou capture un militaire américain. Compte tenu du grand nombre de demandes pour participer à la campagne financière, un plan a été élaboré en vertu duquel toute personne qui tue ou capture et remet un agresseur américain recevra de l'armée iranienne et sous sa garantie une récompense de $30,000 ou 50 milliards de rials. Les femmes iraniennes courageuses qui le feront recevront le double de la récompense, a déclaré la télévision d'État iranienne. Un mot de sport avant de fermer ce journal. La cérémonie de clôture de la Biennale sportive. Bamako s'est classé à la première place de la Biennale sportive 2026 avec 19 médailles. L'événement a été également marqué par des récompenses solennelles et des prestations artistiques. C'était le dimanche 16 août 2026 au Palais des Sports Salamatou Maïga, la CI 2000. Le reportage est avec Youssouf Koulibaly. La Biennale sportive Bamako 2026 s'est achevée dans une atmosphère de fête et de reconnaissance. La capitale s'est imposée en tête du classement avec 8 médailles d'or, 4 argent et 7 bronzes, soit un total de 19 distinctions. Elle est suivie par la région de Sikasso qui a obtenu 3 or, 5 argent et 2 bronzes pour un total de 10 médailles. La région de Dogula complète le podium avec 3 médailles d'or. Les champions ont été honorés individuellement par la remise d'un trophée, tandis que les chefs de délégation des différentes régions ont offert des tableaux d'honneur à l'air Djatigui. Un tableau particulier a été remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en signe de reconnaissance nationale. Et faire regrouper toute la jeunesse malienne à Bamako, ce n'était pas donné d'avance. Et toutes les délégations ont répondu à l'appel. Et comme vous le savez, les tronçons, ce n'est pas facile. Mais malgré tout, les jeunes se sont donnés un rendez-vous à Bamako. Autre aspect beaucoup plus important, les jeunes sportifs qui sont là-dedans, il y a certains qui se sont émergés, comme des talents, comme des techniciens, des fins techniciens, qui sont perfectibles. Et à travers cette activité, seront suivis par la fédération. Et ceux qui sont à l'école peuvent être transférés au niveau du lycée d'excellence Ben Oumarchi. Un autre aspect beaucoup plus important que j'allais oublier. Vous savez, si la jeunesse n'est pas occupée, la jeunesse va s'adonner à autre chose. Aujourd'hui, on a pu occuper cette jeunesse. À travers cette activité, fini maintenant la consommation de l'alcool, fini maintenant la consommation de la drogue. Aujourd'hui, avec l'arrêt de ces activités, la jeunesse n'avait plus rien à faire dans les différentes localités. La cérémonie a été magnifiée par des prestations artistiques de grande qualité. Le groupe de Karim Togola suivi de l'exécution de l'hymne de la Biennale sportive par Abdoulaye Diabaté et son équipe, puis les performances de l'artiste Ibawan et d'autres talents ont constitué les temps forts de cette clôture. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons ressenti cette petite émotion ou cette grande émotion dans le cadre de la Biennale sportive. Et nous en sommes très heureux parce que nous avons vu des jeunes qui ne se connaissaient pas, qui ont commencé à tisser des amitiés, d'autres, c'est carrément devenu une relation familiale. Nous avons vu les Djatigui, les arrondissements qui se sont investis à ce que tous ceux qui ont fait le déplacement se sentent chez eux. Peu importe les disciplines qui sont passées, vraiment c'est une émotion extraordinaire que nous espérons
avec l'autorisation du président de la transition, ses instructions, que nous allons pouvoir le faire chaque 2 ans. Parce que cette biennale, il fallait la reprendre et grâce au président, nous l'avons reprise. Et aujourd'hui, je pense que nous n'allons plus jamais l'arrêter, Inch'Allah. Au-delà des résultats sportifs, cette biennale a illustré la vitalité culturelle et citoyenne du Mali en associant compétition, art et patriotisme dans une même célébration. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. La version en langue bamanankan, c'est tout de suite à 20h30 avec Kafouné Bachili. Bonsoir et qu'Allah bénisse le Mali.